toutes les entreprises souvent vont avoir des défis qui vont avoir besoin de surmonter. Puis le plus que tu peux regarder ces défis-là comme des opportunités de croissance puis des opportunités d'apprentissage, c'est le plus que tu peux bouger rapidement puis juste continuer à avancer. La chose la plus importante, c'est de s'assurer qu'on puisse garder ces équipes motivées, qu'on puisse avoir du plaisir à faire le travail qu'on fait. Puis je pense que si on peut faire ça, le reste, les problèmes, ils vont se résoudre tout seuls. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Xavier Leport, directeur du marketing chez l'entreprise Pizza Salvatore. La chaîne de pizza qui vit une croissance exceptionnelle depuis quelques années ouvre maintenant un nouveau restaurant par semaine. Et comparativement à d'autres restaurants similaires, Pizza Salvatore possède une stratégie de commercialisation excessivement bien ficelée et on va en discuter ensemble. Aujourd'hui, Xavier, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité. Merci à toi, Antoine. Sincèrement, ça me fait plaisir de pouvoir y être. Et Xavier, je pense que tu es dans l'entreprise depuis 2 ans maintenant. Peut-être que ça pourrait aider notre audience. Tu pourrais nous expliquer un peu la croissance de l'organisation depuis que tu es arrivé, à quoi ressemblait l'entièreté de l'entreprise quand tu es arrivé, où est-ce que vous en êtes maintenant et où est-ce que vous voulez aller dans le futur? Oui, avec plaisir. Sincèrement, quand je me suis joint à l'entreprise il y a 2 ans, on avait environ 40 restaurants, si je me souviens bien. Puis depuis, on a été capable d'ouvrir sans arrêt un restaurant aux 14 jours. Donc, on a commencé même à partir du mois passé d'ouvrir un restaurant par semaine pour atteindre l'objectif de 100 restaurants en septembre qu'on mise actuellement. Donc, évidemment, les choses ont beaucoup évolué depuis ce moment-là. Puis même à l'interne, pour supporter une croissance aussi extraordinaire, on voit vraiment que l'équipe grandit aussi en parallèle. Et donc, quand je me suis joint à l'entreprise, j'étais rentré durant une période où les bureaux ici au siège social étaient en rénovation. Puis, ils étaient en train de tout refaire avec l'objectif que ces bureaux-là allaient pu supporter l'équipe grandissante, je pense, pour une période quand même indéfinie à long terme. Puis maintenant, seulement 2 ans plus tard, on est à un point où on cherche un nouveau local, tellement que l'équipe a grandi. Oh, wow. On n'est plus capable de supporter toutes les personnes qu'on a pour aider la croissance qu'on vit actuellement. Et vous êtes situé où? Vous êtes à Québec, je pense bien, c'est ça? Exactement. Nous autres, on est situés à Québec. On n'est pas loin les galeries de la capitale sur la rue Bouvier. Wow. Bref, c'est assez exceptionnel la croissance que vous avez eue. Donc, on va en parler un petit peu. Et ce qui est assez fascinant, c'est votre stratégie d'acquisition en ligne. Donc, si on regarde un peu en tant que consommateur, dans un point de vue externe, on pourrait penser peut-être qu'une pizzeria ne possède tant de sophistication en ligne, mais vous, c'est tout le contraire. Tu me disais que plus de 75% de vos transactions proviennent soit de votre site web ou encore de votre application mobile. Est-ce que c'était intentionnel dès le départ d'avoir une stratégie de la sorte? Est-ce que ça s'est transformé à travers le temps? Je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus. Oui, c'est vraiment une bonne question. En toute transparence, je pense pas que c'était la stratégie qui était désirée dès le départ. Puis, je t'explique, c'est que avant la pandémie, le focus était beaucoup sur les commandes en restaurant et surtout le buffet à volonté. Dans le temps, on avait un buffet à volonté presque dans chacun de nos restaurants. Puis, les buffets représentaient environ 50% des ventes totales de Pizza Salvatore. Maintenant, quand la pandémie a eu lieu, comme on le sait, les buffets puis les salles à manger, c'était les premières choses qui ont dû fermer. Et c'est à dire que juste comme ça, la compagnie, d'une journée à l'autre, a perdu 50% des revenus qu'ils généraient. Maintenant, le monde à l'interne sont quand même très adaptables puis ambitieux. Donc, plutôt que focuser sur le négatif qui était la perte de revenus, ils se sont dit comment qu'on peut faire pour continuer à supporter l'entreprise puis trouver une solution qui nous permettra de survivre ce moment qui était un peu plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? C'est qu'ils ont focusé sur qu'est-ce qui pouvait toujours être fait, qui était la commande pour emporter puis en livraison. Puis ils ont vraiment commencé à ce moment-là à miser sur la commande en ligne. Puis en faisant ça, ils ont vu qu'ils étaient capables de augmenter le pourcentage des ventes qui provenaient de la livraison puis les commandes pour emporter, au point où ils pouvaient avoir les mêmes niveaux de revenus qu'il y avait autrement avec le buffet. Le gros avantage ici aussi, c'est que côté opérationnel, le buffet nécessite quand même beaucoup de gestion. Puis ça nécessite aussi beaucoup plus d'espace pour pouvoir servir
les clients sur place. Donc, quand ils ont vu qu'ils pouvaient couper le buffet, mais quand même soutenir des revenus qui permettaient au restaurant de continuer à opérer, ils ont décidé qu'à ce moment-là, toutes les nouvelles ouvertures allaient être modèle Delco, donc c'est-à-dire Delivery Carry-out seulement, et vraiment prioriser la commande en ligne. Donc, c'est pour ça que ça se peut que je me trompe d'un restaurant ou deux, mais autour du 15e restaurant, c'est là qu'ils ont décidé à ce moment-là que toutes les nouvelles ouvertures allaient être seulement avec le modèle Delco, comme j'ai mentionné. Et donc, tous les nouvelles restaurants Salvatore nécessitent, avant, je pense que c'était 4000 pieds carrés pour ouvrir un restaurant. Puis maintenant, c'est seulement 1500. Donc, évidemment, ça nous permet d'économiser quand même beaucoup au niveau du loyer, puis vraiment simplifier le tout côté opérationnel. Donc, la pandémie, que pour plusieurs a vraiment été un défi, puis je pense quelque chose qui a eu un impact plutôt négatif, a été quelque chose pour Pizza Salvatore qui a fini par être extrêmement positif, puis je pense que ça a été un gros enjeu pour le succès qu'on a aujourd'hui. Intéressant. Et je pense que vous continuez vraiment à investir massivement dans le marketing numérique, certes, mais également avec des campagnes à la télévision, mais vous le faites de manière un peu différente. Vous avez une approche distincte quand vous faites des campagnes à la télévision que ce qu'on peut voir de manière traditionnelle. Peut-être tu pourrais donner certains exemples à notre audience de comment vous y prenez quand vous faites des apparitions dans différentes chaînes que les Québécois vont regarder quotidiennement? Sincèrement, absolument, oui. La manière dont ça fonctionne pour nous, c'est quand même assez simple. C'est peu importe l'initiative marketing, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut se différencier? Puis souvent, l'objectif, c'est vraiment de s'associer et de manière naturelle et organique à des émissions, des personnes ou des moments où ce qu'on pense que notre audience va aimer. Et donc, c'est pour cette raison, justement, que nous autres, on fait souvent, et on a souvent fait dans le passé, des collaborations avec des émissions de télévision comme Occupation Double, Big Brother, Sortez-moi d'ici, parmi plusieurs autres. Puis, pour te donner des exemples d'intégration, comme tu mentionnes, dans Occupation Double, on a fait une compétition Pizzaiolo où ce que les participants étaient en équipe pour créer la pizza la plus délicieuse. Puis l'équipe gagnante a ensuite pu introduire leur pizza sur nos menus pour une durée limitée. C'était également une expérience cool pour les participants dans l'émission qui, je pense, Pizza Salvatore a une certaine prestance aujourd'hui que pouvoir avoir un produit avec ton nom dessus sur le menu, c'est quelque chose que les autres y trouvaient trippant. Puis en même temps, pour le monde qui écoute Occupation Double, qui veulent goûter aux produits qui ont vu être créés dans l'émission, je pense que ça avait également un effet qui était intéressant pour eux. Dans Sortez-moi d'ici, par exemple, les participants, ils passaient quand même des longues périodes sans manger, disons, de la nourriture qui est extravagante. Si tu connais pas, je pense que Sortez-moi d'ici, la thématique, c'est vraiment des participants qui sont dans une jungle, puis qui font des compétitions, puis des jeux pour essayer de, en gros, gagner, puis pouvoir sortir. Puis nous autres, on en profitait pour, en gros, les gagnants des défis. Ils pouvaient ensuite profiter d'un bon repas Salvatore qui était différent, puis quand même beaucoup plus décadent que la majorité des repas qu'ils avaient l'opportunité de manger sur l'émission. Donc, ça pour dire, c'est quelque chose que les participants voyaient au travers de l'écran, qui appréciaient énormément, ça leur apportait beaucoup de bonheur. Puis je pense que le monde qui écoute ces émissions-là ressentait la joie que ressentaient les participants. Incroyable. Puis bon, j'aimerais continuer un petit peu parce que quand on parle de marketing à la télévision, souvent, les entreprises vont dire « Ouais, mais ça va être difficile de voir l'impact. » Vous, ici, vous avez été capable d'être original. Au final, en succursale, est-ce que vous avez vu une augmentation des ventes? Est-ce que vous avez été capable de mesurer un petit peu l'impact de tout ça? C'est sûr qu'il y a certaines initiatives marketing qui sont plus faciles à quantifier que d'autres. Si tu regardes le numérique, par exemple, c'est quelque chose que tu as les données aussitôt que tu fais ton test créatif, puis tu es capable d'analyser si ça fonctionne ou non. Maintenant, au niveau de la télévision, on se dit, c'est quelque chose que, quand tu investis en notoriété, souvent l'objectif est pas directement un objectif de conversion. Et donc, on fait plus ça pour s'associer à des moments positifs, puis en sachant que ça va rapporter un retour positif au long, même si je pense que c'est des initiatives qui rapportent pas nécessairement un gros boom directement quand que tu participes à l'émission. Si on est pour comparer de la télé avec une campagne SMS,
ben c'est sûr que quand tu envoies une promotion par SMS, tu es capable de voir un impact immédiat parce que le monde, il le voit sur leur téléphone, ils vont commander en ligne, puis tu vois un impact direct sur les ventes. Au niveau de la télévision, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on fait un peu plus avec une optique à long terme. Et donc, pour ça, pour répondre à ta question, c'est plus difficilement mesurable, mais on est quand même capable de savoir pour un canal de notoriété, en regardant les coûts par mille, puis d'autres metrics semblables, si c'est des investissements qui valent la peine. Intéressant. Bon, parle-moi peut-être un petit peu de l'omniprésence sur les médias sociaux qu'on voit avec les fondateurs, avec la famille Abatiello. On voit beaucoup les différents, pas fondateurs, je dirais plutôt repreneurs, partager des contenus sur LinkedIn, sur TikTok, tout ça. D'où vient cette idée d'avoir autant les dirigeants omniprésents sur les différentes plateformes sociales? Ouais. Tout le crédit à ce niveau-là, sincèrement, est mérité par Elisabeth Abatiello puis son équipe aux communications. Sincèrement, ils font vraiment un travail incroyable, puis ils produisent une quantité de contenu qui est vraiment impressionnant. Pour ce qui concerne l'idée de mettre de l'avant la famille, puis évidemment, vu que c'est Elisabeth qui s'en occupe, je pense que je donne un peu plus mon opinion ici, mais je crois que le monde apprécie beaucoup la transparence de voir c'est qui les propriétaires d'une entreprise, puis le sens ou le côté un peu plus personnalisé que ça te permet d'obtenir quand que tu peux voir c'est qui est derrière l'entreprise que tu aimes fréquenter. Puis je pense que cette transparence, aussitôt qui ont commencé à mettre de l'avant les propriétaires, soit Beth, Kata, Fred, Seb et Guillaume, elle a vu que le monde il résonnait vraiment avec ça, puis que le monde il trouvait ça engageant. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'était juste une décision facile de continuer à les mettre de l'avant, vu que c'est ça que le monde appréciait. Intéressant. Et bon, on a parlé un petit peu de marketing traditionnel, on parle de médias sociaux avec du personal branding de propriétaires d'entreprise. Qu'en est-il du marketing numérique? Est-ce que vous avez été capable de faire des bons apprentissages à travers les années sur différentes plateformes, sur différents canaux qui vous ont donné des résultats intéressants? Peut-être tu pourrais nous parler un peu de votre approche ici. Oui, absolument. Côté numérique, je pense que la chose la plus importante pour nous en ce moment, c'est au niveau du créatif. Parce qu'on réalise que de plus en plus, avant, il y avait plus un travail qui était fait au niveau de la programmation pour s'assurer de cibler les bonnes audiences, puis faire peut-être du retargeting vers les personnes qui ont déjà vu tes publicités, etc. Maintenant, on remarque vraiment que le créatif est vraiment qu'est-ce qui va déterminer le succès de ta campagne, peu importe la plateforme. Donc, pour ça, je pense que l'enjeu maintenant, c'est, disons en anglais, content at scale. Et donc, je pense le plus que tu peux essayer d'avoir des différents créatifs puis tester ces différents créatifs, tu vas être capable d'analyser facilement qu'est-ce qui fonctionne, puis ensuite faire des iterations de ce créatif qui est gagnant pour essayer de vraiment maximiser les résultats. Et si on parle en termes de créatif, de volume de contenu, ça ressemble à quoi, disons, par semaine? Combien de nouveaux tests vous allez lancer de votre côté? C'est une bonne question, sincèrement. Je pense que ça dépend vraiment d'un mois à l'autre, mais en ce moment, on essaie de lancer environ peut-être une trentaine de nouveaux créatifs par mois, je dirais. Quand même. Trentaine de nouveaux créatifs par mois. Ça va donner un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent sur le travail qui doit être fait ici. J'adore ce que j'entends. Bon, Xavier, dis-moi, ça fait 2 ans maintenant à peu près que tu es en charge du marketing dans une organisation qui ne fait que grandir, qui ne fait que générer de la croissance. C'est quoi tes apprentissages? Qu'est-ce que tu as vu qui était des choses que tu n'avais peut-être pas nécessairement appris dans le passé? Qu'est-ce que tu as appris de ce travail-là chez Pizza Salvatore? Sincèrement, je pense que ça va peut-être être une réponse ça sonne un peu cliché, mais c'est sûr que j'en ai appris énormément, mais la chose que je remarque vraiment qui permet Pizza Salvatore de se différencier de n'importe quelle autre entreprise, ça revient vraiment à l'esprit d'équipe, la mentalité à l'interne, puis la collaboration, sincèrement, qu'on a entre chacun des départements. Sincèrement, à travailler dans une entreprise comme Pizza Salvatore, tu ressens vraiment que tout le monde a du plaisir à faire qu'est-ce qu'ils font, tout le monde est motivé, tout le monde est ambitieux, puis c'est ça vraiment qui nous permet à continuer à aller de l'avant, puis à continuer à défoncer toutes les barrières. Je pense que toutes les entreprises, souvent, vont avoir des défis qui vont avoir besoin de surmonter. Puis, le plus que tu peux regarder
ces défis-là comme des opportunités de croissance puis des opportunités d'apprentissage, qui est sincèrement, je pense, la philosophie qu'on a à l'interne. C'est le plus que tu peux bouger rapidement puis juste continuer à avancer. Donc, c'est ça. Je pense que qu'est-ce que j'en ai appris, c'est vraiment que la chose la plus importante, c'est de s'assurer qu'on puisse garder ces équipes motivées, qu'on puisse avoir du plaisir à faire le travail qu'on fait. Puis je pense que si on peut faire ça, le reste, les problèmes, ils vont se résoudre tout seuls. Incroyable. Et bon, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? À quelle vitesse vous allez aller dans les 12, 24, 36 prochains mois? Maintenant, la chose vraiment intéressante qui s'en vient pour l'avenir, c'est, Pizza Salvatore, les propriétaires ont maintenant commencé un holding group appelé le groupe Abatiello. Puis cette compagnie-là qui détient Pizza Salvatore va commencer à maintenant faire l'acquisition de d'autres compagnies dans l'industrie de la restauration. Donc maintenant, on a fait l'acquisition de le restaurant Topla avec Élise puis Benoît, qui sont un couple. Benoît, il travaille avec nous depuis 3-4 ans. Puis il a pu participer à cette acquisition-là avec nous. Puis on va continuer à faire d'autres acquisitions, en gros, dans la restauration, avec des entreprises semblables, vraiment pour, en gros, prendre des connaissances qu'on a apprises avec Pizza Salvatore puis l'appliquer dans d'autres chaînes. Donc, notre but, c'est vraiment maintenant d'avoir 500 restaurants qui font partie du groupe Abatiello pour 2029. Donc, c'est vraiment des gros défis. Puis, avec ça, vient beaucoup de plaisir. Incroyable, 500 restaurants. Bref, Xavier, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir un peu plus, peut-être vous avez des postes ouverts ou qu'on veut tester vos délicieuses pizzas, meilleur endroit pour vous rejoindre? Je pense que vous pouvez aller directement à nos réseaux sociaux, Pizza Salvatore, sur pas mal n'importe quelle plateforme, puis de là, vous devriez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. Fantastique, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Xavier, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialite.